Bonjour, je suis Jean-François Guillot, je représente ici le cabinet Cardinal Sud qui depuis 30 ans travaille dans le domaine de la transformation de l'entreprise dans des milieux à fort enjeu social et dans le secteur de la défense. Nous avons la chance de travailler pour Dassault Aviation, Thales, Safran, Naval Group. Et nous avons aujourd'hui une table ronde consacrée à l'innovation. Quel rôle peut jouer l'innovation dans les RH? Lorsque j'avais la chance d'arpenter les landes de Coët-Quidan, j'en rêvais. Decathlon l'a fait. L'attente 2 secondes. Lorsque je m'adonnais à la plongée, j'en rêvais. Decathlon l'a fait aussi. C'est le masque Easy Breeze. En avance de phase, c'est toujours agréable. Et en conséquence, le masque, je devrais plutôt dire ici, le casque Easy Breeze a été créé par Decathlon également. Et il nous a paru intéressant de faire un détour par une entreprise privée dont la racine du succès, 105 000 salariés dans le monde aujourd'hui, existant depuis 46 ans, une des racines, c'est l'innovation. Et bien sûr, Jean-François, ici présent, Jean-François Mas, va nous raconter quels sont les points clés qui favorisent cette innovation. Et puis après, nous aurons Caroline pour la DGA et Jean-Baptiste pour MBDA. Jean-François, comment peut-on innover aussi fort chez Decathlon? Alors bon, Decathlon, vous connaissez, 16 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes présents dans 72 pays, 110 000 personnes dans le monde, 26 000 en France. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Ce qui est un peu moins connu, c'est que nous déposons en moyenne entre 60 et 70 brevets par an. Alors vous allez me dire, bien sûr, ce sont des produits qui sont très loin de la haute technologie, des drones ou des avions, mais ce n'est pas toujours quand même facile de faire des produits simples dans un secteur très très concurrentiel et surtout à un prix, un rapport qualité-prix technique imbattable. Comment est-ce qu'on fait pour innover et avoir cet esprit, cet ADN d'innovation? 2 grandes séries, même si, bien sûr, encore une fois, on est très loin des produits technologiques, mais je pense que les ressorts humains de l'esprit d'innovation sont les mêmes. 2 grandes séries de stratégies au niveau humain, le recrutement, quel type d'hommes nous recrutons, et les stratégies managériales. Sur le plan du recrutement, on est très loin, nous, de la culture des diplômes, contrairement peut-être au secteur de l'armement. On a bien sûr des diplômés, on a des ingénieurs, on a plus de 1000 ingénieurs sur la partie recherche, mais les principaux, les vrais chercheurs, les vrais innovateurs, les chefs de produits, ce sont nos commerçants. Des vendeurs, des responsables de rayon, des directeurs de magasins, avec un peu l'esprit Géo trouve tout, qui bricolent dans leur garage. Et ces personnes, on les recherche avec l'esprit d'humilité. Beaucoup ne sont pas diplômés, mais ils ont des savoir-être que nous recherchons, qui s'appellent esprit d'initiative, esprit d'équipe, très fort esprit d'équipe, passion du client, avec un esprit concret aussi, très important, et notamment le contact. Pendant qu'ils sont en magasin, le contact avec le client leur permet de connaître vraiment les besoins et d'être en permanence inspirés des besoins clients. Voilà, ce sont nos savoir-être qui vont produire des chercheurs et qui vont innover dans les produits que tu as cités. On en sort plusieurs centaines chaque année. Certains ne sont pas très connus, mais vous en connaissez sûrement. Ça, c'est pour le recrutement. Et puis ensuite, il y a les stratégies managériales. Là, les stratégies managériales, c'est des petites équipes. C'est peut-être le message le plus important à donner. Des équipes petites, 8, 10, 12 personnes maximum, très complémentaires avec les chefs de produits, avec bien sûr des stylistes, des designers, des ingénieurs, des informaticiens, dans un esprit start-up, un peu je bricole dans mon garage, avec en permanence cet esprit de recherche et d'humilité, dans des conditions idéales, puisqu'on a installé nos centres de recherche sur les lieux de pratique, les meilleurs, pour ce qui est par exemple des sports d'eau à Hendaye, sur le port d'Hendaye, pour ce qui est nautisme sur le port de La Rochelle, tout ce qui est
montagne ou randonnée au pied du Mont Blanc. Des conditions idéales, des équipes de jeunes, des bandes de copains qui se font plaisir. La notion de plaisir, c'est très très important chez nous. On a un slogan interne qui est de dire on invente, on teste, on s'amuse. On invente le matin, on teste l'après-midi. Voilà, ça c'est quelque chose de fondamental chez nous. Du plaisir, le droit à l'erreur, bien entendu. Inventer parfois des produits qui ne marchent pas, mais c'est à force de faire des erreurs qu'on va vraiment trouver les pépites. L'esprit d'équipe, je l'ai dit, et puis aussi du sens, parce que les jeunes qui arrivent chez nous aujourd'hui ont absolument besoin de savoir pourquoi ils vont inventer des produits. Et évidemment, leur passion, sont tous des passionnés de sport. La passion, c'est rendre le sport accessible au plus grand nombre. Le rendre accessible au plus grand nombre et, deuxième sens, dans des conditions environnementales maximales, de la conception à la mise en rayon. Voilà le sens qu'on essaye de donner. Du plaisir et puis des équipes qui aiment s'amuser en permanence. Merci Jean-François. Ce qui me paraît très important, car j'ai la chance de travailler pour Decathlon depuis plus de 20 ans, c'est que dans ce qu'a dit Jean-François, on voit des éléments liés à l'organisation. Pour filer la métaphore militaire, des commandos d'innovation, 8, 10, 12 personnes, pas plus. Il y a également de l'animation humaine qui est très importante. Et je crois qu'il y a deux outils qui sont fondamentaux chez Decathlon, totalement en phase avec les valeurs de l'entreprise. Le premier, c'est l'entretien individuel de développement. Et je pense que c'est essentiel d'en dire quelques mots parce que c'est ce qui permet de vérifier en permanence que chaque membre de l'équipe est en phase avec le projet et dans l'humeur et dans l'esprit qui convient au succès du projet. C'est quelque chose qui est relativement empirique, mais qui est très processé. Ça doit avoir lieu chaque mois au minimum. Oui, ça c'est très particulier. Moi, ce qui m'a étonné le plus quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a 35 ans, chaque patron rencontre chacun de ses collaborateurs au moins toutes les 4 semaines. Et c'est justement parce qu'il y a cette rencontre, qui peut être brève, qu'on donne une totale autonomie aux collaborateurs. Et c'est peut-être le message le plus important que je peux vous donner, c'est si on veut vraiment bien innover, il faut laisser de la liberté et de l'autonomie à ces petites équipes dont je vous ai parlé. On ne leur dit même pas ce qu'ils doivent inventer. On leur dit faites-vous plaisir, écoutez le client, trouvez votre inspiration dans le client, et puis après, on aura des surprises, des bonnes surprises. Et le deuxième outil qui me paraît très important, pour jargonner en bon français, c'est le feedback, la culture du feedback, qui est décisive chez Decathlon. Dans les valeurs de Decathlon, vous trouvez authenticité et sincérité. Et l'idée est que le manager doit être capable de réaliser un feedback performant, sincère, authentique, utile vis-à-vis de chaque membre de son équipe en permanence. Et l'inverse est également vrai. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le 360, mais je ne pense pas que Decathlon était spécialement innovant. C'est connu dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, être capable de dire ce qui va bien, ce qui va moins bien. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien comment l'animation se mêle intimement à l'organisation, là où dans beaucoup d'entreprises françaises, la culture s'est fondée sur l'organisation principalement. Elle est nécessaire, c'est la colonne vertébrale, mais sans animation, il n'y a pas de patte humaine qui soit suffisamment capable de réussir par rapport à ces projets. Alors, des équipes motivées par le plaisir, la liberté, des équipes qui sont à l'écoute du client, Jean-François l'a dit, ça nous rappelle peut-être, Caroline, quelques évolutions de la DGA, me semble-t-il. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors donc le délégué général pour l'armement est intervenu en introduction et a d'ores et déjà dit beaucoup de choses sur notre capacité d'innovation. L'innovation pour nous, c'est notre quotidien, notre raison d'être et aussi notre enjeu pour l'avenir. Le délégué était assez clair aussi sur les axes de progrès sur lesquels on travaille aujourd'hui. Peut-être avant d'y venir, quelques mots pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la direction générale de l'armement. Donc direction du ministère des Armées qui est composée d'environ 10 000 personnes, 10 000 collaborateurs essentiellement civils. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit quand on est à l'extérieur de ce ministère. C'est le poids quand même, la surreprésentation des civils dans cette direction. Et puis bien sûr,
sur le poids de l'ingénierie et de l'expertise technique, puisqu'on a quand même un socle de plus de 6000 ingénieurs au sein de la DGA, avec là aussi une richesse des statuts, et on est présent sur toute la gamme des métiers techniques et toute la gamme, bien sûr, des compétences nécessaires à l'élaboration et à la conduite des programmes d'armement, puisque notre mission au quotidien, et le délégué l'a bien décrit, c'est effectivement de concevoir et de mettre à disposition les matériels, les équipements nécessaires pour répondre aux besoins opérationnels des forces armées. Et pour cela, nous travaillons en contact, bien sûr, avec les forces armées, mais aussi avec tout notre outil industriel de défense, dont certains d'entre vous viennent, la BITD, qui constitue là, voilà, aussi la richesse de cette articulation. Donc moi, en tant que DRH de cette entité, mon rôle, c'est vraiment de voir comment je peux justement préserver notre capacité d'innovation, donc préserver notre savoir-faire en la matière, mais aussi, bien sûr, le renforcer, ce savoir-faire, et donc favoriser les conditions, effectivement, d'innovation dans les équipes de travail de la DGA. Donc, je m'appuie sur 3 leviers. Le premier levier, et le collègue de Decathlon l'a dit, c'est le levier du recrutement, c'est-à-dire la capacité à puiser dans une diversité de viviers aujourd'hui pour constituer des équipes de travail au sein de la DGA. C'est une richesse que l'on a de pouvoir s'appuyer sur différents statuts. Je l'ai dit, hein, le statut militaire, le statut de fonctionnaire, le statut de contractuel. Et cette richesse des statuts nous oblige finalement aussi à avoir des modes de recrutement différents et d'aller chercher les personnes sur différents écosystèmes, puisque, encore une fois, ces différents statuts à la fois cloisonnent les viviers, mais en même temps nous permettent d'assurer un équilibre entre ces différents viviers et donc, par définition, des équipes plurielles au sein de la DGA. Ce que l'on essaie de plus en plus de faire, c'est aussi de s'appuyer sur des ressources temporaires, avec le fait d'accueillir en mise à disposition des personnels qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'organismes de recherche, qui viennent d'entreprises privées et qui viennent pour une durée limitée travailler au sein de la DGA dans le cadre de conventions de partenariat. Ce qui nous permet là aussi d'enrichir nos savoir-faire et nos équipes, de permettre ce bouillon de culture, cette diversité des regards et donc ce choc aussi des cultures et des profils et des regards sur nos produits, nos projets, qui est vraiment source là aussi d'ingéniosité et d'innovation. L'autre élément que l'on va essayer de davantage développer pour l'avenir, c'est le recours à la réserve. On a une petite réserve aujourd'hui au sein de la DGA composée d'une centaine de civils que l'on mobilise pour nos équipes. Et dans le cadre du plan réserve ministériel, on souhaite vraiment là aussi développer cette capacité de renfort pour aller chercher des compétences que l'on n'a pas en interne et enrichir encore une fois nos équipes de travail. Le deuxième levier, indépendamment de cette capacité à recruter, encore une fois, dans différents viviers et différents statuts, c'est la capacité que l'on a à mettre nos personnels en contact direct avec nos clients, donc avec les forces armées. C'est vraiment un axe, là aussi, de développement, puisque l'écoute client est aussi à la base de toute innovation. Il faut vraiment qu'on soit en capacité de mettre nos collaborateurs, quel que soit leur métier et leur direction d'appartenance, en immersion autant que possible dans le contexte des forces armées. Ça passe par des mobilités plus régulières. On va généraliser un dispositif de période d'ouverture pour nos ingénieurs de l'armement dans les forces armées et aussi dans d'autres écosystèmes. On développe là aussi la participation, par exemple, à des exercices militaires pour permettre à nos contractuels civils d'aller sur le terrain au contact des forces armées pendant ces exercices militaires pour bien comprendre, là encore, leurs besoins et avoir un retour d'expérience en temps réel sur les matériels et les équipements qu'ils construisent avec eux. Et aussi, je parlais de la réserve tout à l'heure, ça va être aussi un axe de développement pour nous, de mettre nos propres collaborateurs dans les réserves des forces armées, réservistes, l'armée de l'air, dans la marine, l'armée de terre, pour justement, là aussi,
que nos propres collaborateurs comprennent mieux les enjeux de développement et les besoins opérationnels de, entre guillemets, nos clients, les forces armées. La troisième chose qui est extrêmement importante pour nous pour justement renforcer la capacité d'innovation, j'ai parlé de la diversité des profils, j'ai parlé de l'écoute client avec la proximité avec les forces armées, c'est l'ouverture sur l'écosystème civil, l'ouverture qui se traduit par notre participation aujourd'hui en tant que DGA dans tous les clusters innovation défense. Donc là, présents sur, encore une fois, tout le territoire. Nos collaborateurs sont à la fois présents pour capter de l'innovation qui se passe dans le secteur civil, au contact, là aussi, des entreprises, des laboratoires, des étudiants, et aussi aider à travailler cette innovation dans ces clusters, puisque, comme le délégué l'a dit, nous avons à la fois une expertise et des moyens d'essai qui sont utiles pour pouvoir développer cette innovation. Donc on souhaite, nous aussi, travailler sur comment on libère du temps utile pour nos collaborateurs pour être présents dans ces clusters, comment on reconnaît financièrement, comment on valorise leur collaboration, et c'est ce qu'a indiqué le délégué tout à l'heure. On met en place un nouveau dispositif aussi pour reconnaître les innovations non brevetables de nos collaborateurs. Et on souhaite là aussi, autant que possible, travailler sur cette ouverture, ces partenariats avec notre écosystème civil dans le cadre des clusters et plus largement pour favoriser cette innovation. Donc, en résumé, vraiment 3 axes clés déjà présents et qu'on va renforcer pour l'avenir parce que ça nous semble vraiment utile et indispensable pour renforcer notre capacité d'innovation. C'est, encore une fois, la diversité de nos profils, l'écoute client avec cette proximité avec les forces armées et puis cette ouverture sur l'écosystème civil, ces partenariats dans le cadre de clusters au plus près des territoires, au plus près des besoins opérationnels. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, Caroline, vous aviez fait une remarque que j'avais trouvée singulière en disant « il nous arrive parfois d'être plus facilement capable d'innover chez nos clients que chez nous ». Est-ce que vous pouvez nous livrer vos secrets ? Tout à fait. Donc là, on est au cœur du cœur. Effectivement, on est l'innovation et notre capacité d'innovation, encore une fois, est notre raison d'être. Néanmoins, on s'aperçoit que c'est toujours plus facile d'innover pour les autres que d'innover pour soi-même. Et quand il s'agit effectivement de travailler autrement, de revoir nos process, de simplifier nos normes, nos modes d'action, c'est moins évident. Et là, la DRH a également forcément un rôle clé pour accompagner celles et ceux qui sont porteurs de projets de simplification en interne, qui portent des simplifications, encore une fois, pour gagner du temps, pour nous recentrer sur notre valeur ajoutée. On a développé un programme qui s'appelle Manager Evolution, qui nous permet d'accompagner les porteurs de projets, managers fonctionnels ou managers hiérarchiques, dans l'adaptation et la recherche d'innovation dans leur pratique de travail. Et ce programme, en fait, permet à la fois d'avoir l'appui d'un prestataire privé qui accompagne ces porteurs de projets, mais aussi de mentors en interne, un réseau de mentors que l'on a constitué pour accompagner nos managers fonctionnels et hiérarchiques dans le montage et le déploiement de projets d'innovation avec leurs équipes. Ça nous semble vraiment important parce que derrière, effectivement, ça peut challenger aussi beaucoup les collectifs de travail, d'où cet accompagnement que l'on met à disposition de celles et ceux qui souhaitent conduire ces changements en interne. C'est beaucoup plus clair, merci. Alors, innover chez nos clients, innover également dans l'entreprise, MBDA, là aussi, Jean-Baptiste, on en a parlé, c'est au cœur de votre démarche depuis un moment, étant donné que votre entreprise présente quelques spécificités tout de même. Tout à fait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à mes collègues. Vous verrez, il y a beaucoup de similitudes avec ce que vous venez d'entendre. 3 choses à savoir pour comprendre les enjeux d'innovation au sein de MBDA, en particulier pour un DRH d'une grande organisation. Première chose, MBDA est en forte croissance. Donc nous sommes en train de changer de dimension et ça nous amène à nous dire qu'on ne peut plus faire les choses comme on les faisait il y a 10 ans. Donc il faut qu'on travaille autrement, il faut qu'on simplifie nos processus. Et ça, c'est de l'innovation. Innovation que j'associe aussi à la notion de transformation.
On parle souvent de transformation aussi. Et pour un DRH, c'est très intéressant parce qu'il y a un point commun entre l'innovation et la transformation, c'est l'humain. En fait, pour transformer une entreprise, il faut être capable d'accompagner les équipes. Pour l'innovation, c'est la même chose. Deuxième enjeu pour MBDA, la politique produit. On est à un moment clé pour l'entreprise avec de très nombreux programmes en développement, les programmes de nouvelle génération, avec un credo, offrir à nos clients, nos forces armées et nos clients à l'export, les meilleures solutions en termes de performance technologique, mais aussi en matière de coût et de compétitivité. Et là aussi, c'est une question d'innovation, être capable de maîtriser tous les enjeux technologiques dont Emmanuel Kiva a bien parlé en introduction, les algorithmes, l'IA, la cyber, etc. On est en plein dedans. Et pour ça, il faut être crédible, il faut avoir les bonnes compétences. Et ça, c'est le troisième enjeu, c'est un enjeu de ressources qu'on partage avec la DGA, de recrutement. Donc MBDA recrute de façon très significative. On a recruté 2600 personnes au niveau du groupe cette année, 1000 en France. On va continuer l'année prochaine. Et l'innovation, c'est un sujet extrêmement important en matière d'attractivité et de fidélisation de nos équipes. Donc on met l'innovation au cœur de notre marque employeur pour pouvoir attirer les meilleures compétences. Voilà. Alors, j'aime à dire que parler de l'innovation, c'est bien, le faire, c'est mieux. Et donc l'innovation, c'est avant tout une question de concret. Quand on est dans une grande entreprise, et c'est le thème de la table ronde, il y a toujours plein de raisons pour ne pas faire. On applique des process très, très compliqués, on a des outils qui ne sont pas forcément toujours les plus agiles, etc. Et donc vous allez avoir des raisons peut-être de ne pas prendre de risques, de ne pas oser, de ne pas vouloir faire autrement. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de travailler. Et la DRH a un rôle important à jouer pour fédérer, animer, comme vous l'avez dit, encourager les équipes justement à dépasser finalement le fonctionnement normal, gérer les priorités du moment, mais aussi se projeter et être capable de préparer l'avenir. C'est essentiel dans une entreprise comme MBDA. Alors vous allez me dire comment on fait concrètement. Alors Jean-François, tu as parlé d'organisation en disant que ça ne suffit pas. Je suis tout à fait d'accord. Moi, plutôt que d'organisation, je préfère parler d'écosystème de confiance. Parce que pour innover, il faut qu'on fasse confiance. Il faut qu'on soit capable, comme l'a très bien fait Decathlon, de donner la parole à nos collaborateurs, de permettre à ceux qui sont sur le terrain, ceux qui font, de pouvoir faire remonter leurs idées. Et ça se structure. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez MBDA? D'abord, on s'est organisé. Donc, il y a une direction de l'innovation et des futures technologies, donc, qui a pour mission de définir la stratégie en matière d'innovation. On a créé des espaces physiques pour innover, Innovation Labs, Innovation Arena, où nos collaborateurs peuvent accéder à des matériels, à des moyens, à des outils collaboratifs. On leur donne du temps et des moyens pour se rendre dans ces espaces physiques. On célèbre aussi l'innovation. On a mis en place un dispositif qui s'appelle les Innovation Awards. Tous les ans, on récompense, on fait remonter les idées dans tous les domaines techniques, mais pas que, aussi dans d'autres domaines de fonctionnement de l'entreprise. Et on met à l'honneur les meilleurs projets. Cette année, on a géré 256 projets qui ont concerné 1400 collaborateurs au niveau du groupe. Voilà. C'est pour vous dire, ça crée de la dynamique, ça crée de l'envie d'innover. Dernier exemple, Smart Vision, c'est une autre démarche d'MBDA, beaucoup plus réduite autour de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on encourage nos collaborateurs sur des sujets très spécifiques à créer leur propre business finalement. À partir d'un business plan, dans une logique de start-up, on les accompagne, on les aide à monter leur business et ça débouche, quand ça fonctionne bien, sur des brevets. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de ce que nous avons mis en place autour de l'innovation. Et puis, je voudrais parler d'un sujet très concret, parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais pouvoir vous donner comme exemple concret? Je n'ai pas l'attente 2 secondes, mais on a d'autres sujets. Et je voulais vous parler d'Orchestrike. Peut-être que pour certains, ça vous parle, pour ceux qui ont eu la chance d'aller sur le stand au Salon du Bourget d'MBDA. Orchestrike, c'est quoi? Orchestrike, c'est une solution qui vise à démontrer les capacités d'MBDA en matière de combat collaboratif. Donc, vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est un sujet crucial. On parle d'algorithmes, on parle d'IA, on parle de connectivité de systèmes entre systèmes, avec les aéronefs. Et ce sujet est au cœur de notre stratégie. Donc, 6 mois avant le Salon du Bourget,
la direction d'MBDA, en décembre 2022, a dit on revient au Salon du Bourget, il faut marquer le coup, il faut démontrer de façon très concrète ce qu'on est capable de faire en matière de combat collaboratif. 6 mois, dans le monde des missiles, c'est extrêmement court. Et donc on s'est dit, mais non, c'est pas possible, c'est trop court, on ne va pas y arriver. Eh bien si, on l'a fait, on l'a mis en place, ça marche, et ça marche tellement bien que ça va générer certainement derrière des opportunités très concrètes en matière de développement. Et pourquoi ça a marché? Parce que, exactement comme ce qu'a dit mon collègue de Decathlon, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une petite équipe pluridisciplinaire. On a fait travailler ensemble des gens qui, dans notre organisation actuelle, peut-être ne se seraient pas rencontrés. Il y avait 4 ou 5 développeurs logiciels, un spécialiste de l'IA, un partenaire externe, donc la relation aussi avec des partenaires externes autour de l'infographie, etc. Et puis, 2 anciens pilotes de chasse qui sont dans nos équipes en tant que spécialistes dans notre direction Futur System, qui nous ont apporté tout leur savoir, mais réel, de mission de combat. Parce que l'idée, ce n'était pas de faire une simulation numérique type jeu vidéo, c'était vraiment de développer une vraie solution avec des vrais algorithmes qui fonctionnent. Donc, ce que ça met en avant, et c'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est que quand on met à travailler ensemble, en coopération, des ressources, qu'on donne une deadline très courte, 6 mois, qu'on ose prendre des risques, on leur a donné carte blanche, on leur a dit on vous fait confiance, vous y allez et vous développez la solution Orchestrike. Ça a marché. Et donc c'est très gratifiant, ça a bien entendu inspiré beaucoup d'autres collaborateurs au sein de l'entreprise, parce que c'est ça l'innovation en fait. C'est encore une fois, comme ça a été dit, c'est oser prendre des risques dans un contexte bien entendu très sérieux et très réglementé, mais ça n'empêche pas que c'est possible. Voilà, donc c'est le message que je voulais aussi partager avec vous. Quand on veut faire de l'innovation et qu'on arrive à libérer finalement les énergies et à mettre les bonnes compétences ensemble, ça donne des résultats extrêmement encourageants. Alors peut-être en guise de conclusion, Orchestrike, ça a permis de démontrer nos capacités en matière de combat collaboratif, mais surtout cette façon de travailler nous inspire pour la suite. Donc on est en train de réfléchir, et la direction des ressources humaines est partie prenante dans ces réflexions, à d'autres types de business models pour encore plus encourager l'innovation et être capable justement de développer dans des cycles peut-être beaucoup plus courts que ce qu'on fait de façon traditionnelle. On aura certainement l'occasion de vous en parler dans les mois qui viennent, mais il y a une suite après Orchestrike, toujours avec cette même envie de faire des choses qu'on ne faisait peut-être pas avant, en les faisant autrement. Voilà. Merci Jean-Baptiste. En vous écoutant tous les trois, je trouve singulier et intéressant quelques convergences qui sont assez précises que je me suis notées. Et naturellement, je ferai appel à votre validation et à vos compléments. Tout d'abord, l'écoute active du client et la connaissance réelle, approfondie. Caroline parlait de proximité des besoins et des pratiques. Ça me paraît être un point commun à vous. Deuxièmement, c'est extrêmement clair, et vous en avez parlé tous les trois de manière très forte, garantir la complémentarité des profils des équipes, venant d'horizons différents et ouverts afin de créer de l'agilité, de l'adaptation, de la réactivité. Et je rajouterais aussi volontiers ce que Jean-Baptiste vient de dire. Tu as parlé de délais, être dans des délais méthode projet, très fondés sur un temps précis, très rythmé, très jalonné. Troisièmement, je reprends un mot que Caroline avait prononcé lors de notre préparation. Caroline avait parlé de « attention, il faut que l'acceptabilité sociale de l'innovation soit travaillée, car elle donnera ses meilleurs résultats dans ce cas-là ». Donc c'est la compréhension de l'intérêt de la démarche. Caroline a parlé de l'accompagnement tout à l'heure, pour donner envie, puis finalement l'habitude. C'est-à-dire créer ces réflexes, ça ne se décrète pas, l'innovation, c'est une culture qui se construit. Quatrième élément, en vous écoutant, qui m'a paru décisif aussi, c'est donner un riche contenu technique, bien sûr technologique, qui intéresse, et donner aussi du sens au travail. Et de ce point de vue-là, je voudrais faire une incidente. D'après les travaux de l'Université Laval à Québec, qui pour moi font référence en la matière,
il est clairement établi que le rapport de la personne à son poste de travail, quel qu'il soit, dans n'importe quel métier, est décisif. Absolument décisif. Toute la communication interne de l'entreprise pourra être merveilleuse. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des baby-foot partout. Si le sens du métier, le sens du rapport au poste de travail n'est pas efficace, n'est pas optimisé, n'est pas intéressant, s'il n'y a pas ce plaisir et cette liberté dont parlait Jean-François, c'est très difficile. Et puis enfin, dans vos propos, j'ai noté aussi la nécessité de piloter la transformation, tu en parlais Jean-Baptiste, avec régularité et avec beaucoup de pédagogie. Le mouvement s'inscrit dans la durée et aussi dans la capacité à entretenir ce mouvement. Dès qu'on s'arrête, la personne humaine est ainsi faite, surtout le Gaulois, qu'on n'y croit plus et on se dit que c'est fini. Jean-François, est-ce que tu as... Parlons de podium chez Decathlon. Quel est ton podium finalement avec tout ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qui te paraît les éléments clés pour réussir à ce que la fonction RH favorise, facilite l'innovation dans les organisations? Pour moi, le plus important de tout ce qu'on vient de dire, c'est l'autonomie des équipes. L'autonomie des équipes et l'écoute client. Je redis un peu encore ce que tu as dit. Je pense que nos clients ont énormément d'idées. Et quand on a l'habitude d'être avec eux et de les écouter, de les prendre au sérieux, de les faire participer aux tests, alors on découvre des choses incroyables. D'ailleurs, nous, dans nos centres de recherche, on a toujours un magasin dans chaque centre de recherche, sur le port de La Rochelle, sur le port d'Andaille, etc., au pied du Mont Blanc. On a un magasin qui nous permet de rester au contact des clients. Tous les clients, aussi bien monsieur tout le monde, débutant qu'un sportif de haut niveau. On travaille aussi avec des sportifs de haut niveau. Et c'est cette écoute, cette permanence de contact avec les clients qui nous permet de nous inspirer et d'imaginer des nouveaux produits. Merci pour ton podium. Caroline, même question. Alors, vous avez droit au quartet, au quintet gagnant, naturellement, vous deux. Alors... Je crois qu'on a effectivement parlé de tous les ingrédients nécessaires pour favoriser cette innovation. Je pense qu'on est tous à peu près convergents sur ce point et la difficulté, à mon avis, qu'on rencontre, en tout cas nous à la DGA, c'est quand même le facteur temps, en fait. Le facteur temps, le fait de libérer du temps pour nos équipes, pour réfléchir, pour travailler ensemble, pour travailler, encore une fois, avec d'autres partenaires. Donc c'est comment aussi on arrive à formaliser, sans créer d'usine à gaz, mais encore une fois, ce temps un peu libéré aussi pour la créativité, sachant que c'est aussi ça correspond à une attente justement de nos collaborateurs, notamment aussi toutes les personnes que l'on recrute aujourd'hui, puisque comme MBDA, on est dans une stratégie de croissance extrêmement importante avec des plans de 500 à 600 recrutements d'ingénieurs chaque année. Donc toutes ces générations nouvelles qui arrivent veulent aussi contribuer à la réflexion et à la conception créative avec les partenaires. Il faut qu'on arrive à matérialiser dans nos programmes et nos organisations de travail ce temps nécessaire pour continuer effectivement à se former, à travailler avec les autres dans l'intérêt général de la structure et de l'exercice de nos missions. Donc ouais, pour moi, c'est aussi le facteur temps qui est extrêmement important. Merci. Alors Jean-Baptiste, ton verdict, ton choix? Je reviens sur le sens au travail, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en tant que DRH. Surtout qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois avec le télétravail, le renouvellement des générations, etc. Je veux témoigner que dans une entreprise de haute technologie comme MBDA, ce qui fait quand même au final la différence, c'est quand même le contenu. C'est ce qu'on fait, c'est l'accès qu'on peut avoir directement aux produits, au développement. Et c'est ce qu'on met en avant dans notre marque employeur quand on recrute. C'est cette proximité qu'on offre à nos ingénieurs, nos techniciens, d'être en contact avec les projets de développement et les produits sur lesquels ils travaillent. Et derrière le sens, je mets aussi le sens et l'esprit défense, parce qu'on est quand même dans le forum Innovation Défense. Et quand on fait Orchestrike, par exemple, où on essaye de connecter tous ces objets autour d'un missile de croisière avec tous ces effecteurs, on comprend, pour percer des systèmes de défense de plus en plus hermétiques, les collaborateurs qui ont fait ça ont compris, ont ressenti, avec beaucoup de fierté d'ailleurs, comment ils pouvaient contribuer de façon très concrète, là pour le coup, aux besoins de nos forces armées, parce que ce sont des scénarios tout à fait réels. Et ça, c'est extrêmement
gratifiant et encourageant. Voilà, donc c'est ce que je retiendrai en particulier, c'est le contenu de ce qu'on est capable d'offrir et effectivement de l'autonomie, faire confiance. Voilà. Merci Jean-Baptiste pour cette réaction. Il me souvient d'un ingénieur formidable qui était un des patrons de l'innovation chez PSA. Et dans les rituels ou dans les petits trucs qui sont toujours intéressants en animation managériale, il avait remarqué que beaucoup d'idées étaient tuées dans l'œuf parce que ça ne marcherait jamais, parce que c'était pas bon, etc. Et c'était une faille majeure dans sa mission de faire advenir l'innovation chez PSA. Et donc, il avait créé un épouvantable personnage, vous savez, un mélange de gremlin, de requin et de je ne sais quoi, et qu'il avait intitulé, sobrement, le misonéiste créaticide. En clair, le raisonneur qui tue la créativité, en bon français. Et il démarrait chacune de ces réunions, et croyez-moi, dans des amphis comme ça faisait quand même un peu bizarre de voir une épouvantable créature en disant « pas de misonéiste créaticide ». Et c'était devenu un véritable gimmick, c'est-à-dire « attention, dans les réunions, là, tu es en train de tuer, etc. » Et en fait, on peut faire tout ce qu'on veut avec des très beaux dispositifs, des très belles organisations. C'est la posture du manager in fine qui fera la différence pour animer, sensibiliser et donner envie de. Et avec l'autorisation de Jean-Baptiste, je vais reprendre la conclusion que tu avais faite l'autre jour lors de notre entretien. Tu m'avais dit, bah, finalement, pour moi, le rôle du DRH, et je vous demanderai de réagir là-dessus, le rôle du DRH dans l'innovation, c'est créer un environnement de confiance pour concilier objectifs. Alors, court terme, ce n'est pas votre cycle de produit, hein, mais moyen et long terme surtout, mais dans le management à court terme quand même. Deuxième élément du rôle du DRH, piloter le changement dans les meilleures conditions malgré les résistances. Et le mot « malgré les résistances » est très important. Piloter le changement, ça veut donc dire quel jalonnement de projet. C'est un mode projet aussi, la facilitation de l'innovation. Troisièmement, valoriser le cœur de notre marque employeur. Dans les années 2000, la politique RH groupe de Thales se définissait par un seul mot, attractiveness. Comment pouvons-nous attirer nos talents et, souhaitons-le, les conserver? C'était assez visionnaire, c'était tout le début des années 2000. Quatrième élément de Jean-Baptiste, inculquer, diffuser la culture de l'innovation. Car ça ne se décrète pas, ça s'inculte, ça se diffuse. Et tu disais, parce que finalement, l'innovation ne se décrète jamais, mais surtout, le quotidien nous en dissuade. Parce que ce n'est pas la posture la plus confortable, ce n'est pas l'attitude la plus facile pour un manager, pour un chef. Jean-François, réaction par rapport à ceci, s'il te plaît. Moi, je voudrais rajouter peut-être une chose dont on n'a pas tellement parlé, c'est peut-être rajouter un petit grain de folie chez nos innovateurs, comme Elon Musk, qui est un fou, mais un fou qui fonctionne pas mal. Et moi, dans les innovateurs de produits que tu as cités tout à l'heure, j'ai toujours en tête l'histoire, c'est un de mes amis, de celui qui a inventé l'attente 2 secondes. Lui, il rêvait tout simplement, parce qu'il faisait beaucoup de trek, il disait, moi, quand j'ai fini mes 30 km dans la journée, j'en peux plus, je rêverais d'avoir une tente qui appuyait sur un bouton, et puis elle s'ouvrirait comme ça. Et puis un jour, il s'est dit, c'est un médecin, pourtant, c'était pas juste, il n'était pas vraiment dans cette direction-là. Et puis il l'a fait, il en a parlé à un autre copain qui lui-même dit, bon, on pourrait peut-être faire ça. Puis ils ont bricolé. Ils ont bricolé vraiment comme dans un garage, comme on entend parfois certaines histoires. Et le masque EasyBreath, que vous connaissez, ce fameux masque qui permet de nager tout en regardant les fonds marins, eh ben, c'est l'histoire, c'est des bricoleurs qui ont commencé avec des morceaux de plastique et un tube de colle. Et puis bon, ils ont bu beaucoup d'eau de mer avant que ça marche, mais ça a fini par marcher. Et puis voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir communiquer entre 2 masques EasyBreath pour pouvoir échanger ces impressions. Merci pour le grain de folie. Caroline, quel est ce grain de folie à la DGA ou autre chose? Alors, je ne sais pas si c'est des grains de folie. En tout cas, il y a beaucoup de passion dans les équipes. Et effectivement, ça conduit justement aussi à cette innovation, puisque beaucoup de bricolage, entre guillemets, beaucoup de tests, d'expérimentation sur des petites choses qui conduisent in fine à créer aussi des équipements, des solutions innovantes liées à cette volonté toujours de se dépasser et d'améliorer la situation actuelle. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'engagement
d'engagement, beaucoup de passion, qui mûrit aussi par des histoires individuelles pour expliquer aussi cette dynamique-là. Et puis après, il y a la question, encore une fois, du temps, du facteur temps et de l'appropriation de la conduite du changement avec toute sa dimension humaine. Merci pour ce rappel utile de la dimension temporelle. Jean-Baptiste, alors le grain de folie supplémentaire? Peut-être pas le grain de folie, mais je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas de contradiction dans une grande organisation entre des programmes qui nécessitent du temps, parce que c'est extrêmement complexe, ça nécessite des investissements qui sont jalonnés, etc., avec de l'innovation très rapide, de la méthode agile. Il n'y a pas de contradiction. Il ne faut pas opposer un modèle à un autre. Il faut trouver le bon équilibre. Les deux sont indispensables à une entreprise comme MBDA, bien entendu. Et effectivement, le quotidien, parfois, quand on est né dans le guidon, quand on court après les objectifs, on oublie justement de prendre un peu de temps pour prendre du recul et se dire est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et l'innovation, ce n'est pas que de la technique. L'innovation, ça marche pour toutes les fonctions, y compris pour la fonction RH d'ailleurs. Et humblement, on n'est pas toujours non plus les meilleurs en matière d'innovation. Et donc, on s'auto-alimente aussi des exemples de nos collègues de l'engineering, par exemple, qui viennent nous challenger aussi, nous disant vous êtes sympa, vous nous demandez d'innover. Quand on vous regarde vos outils RH, on pense que vous pourriez aussi peut-être innover un petit peu aussi. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Pour ma part, un seul mot. Pour moi, dans ce type de circonstances, et d'une manière générale d'ailleurs, la fonction RH est le garant de la qualité managériale, garant de l'animation. Elle doit permettre de libérer les énergies favorables à l'innovation. Merci Jean-Baptiste, merci Caroline, merci Jean-François et merci de votre attention. L'horaire est tenu.